Du coup, passons donc à notre deuxième joueur du jour, quelqu'un que tu connais beaucoup mieux, je pense, puisqu'on file du côté de Denver, on parlait de Ty Lawson maintenant. Donc Ty Lawson, 7 saisons NBA sur cette décennie, même si en vrai il n'y en a que 5 de vraies saisons, on va en parler. 13 points de moyenne sur cette décennie complète, plus de 6 passes de moyenne également, 30 minutes par match, c'est pas mal aussi, hein, sur toute la décennie. 14 000 minutes, presque 15 000, 486 matchs. Niveau récompense individuelle, pas grand-chose, même quasiment rien, hein. C'était plutôt un très très gros joueur NCAA, mais qui n'a eu aucune récompense de renom en NBA, évidemment. Et au niveau d'alors, NBADraft.net, la comparaison, c'était Terrell Brandon. Je sais pas si toi, le nom te parle. Le nom me parle, mais le profil, j'en ai aucun souvenir. Moi non plus. Moi non plus. Très bien. Draft Express, le meilleur scénario possible pour eux, c'était TJ Ford. Bon, je pense qu'il a Ça va. surpassé ça. Ouais. Et le worst scénario possible, c'était Jamal Tinsley. Et je pense qu'il a surpassé ça également. Pas de surnom du côté de Basketball Référence, assez bizarre aussi. Mais du coup, j'ai pas un surnom, mais j'ai quand même trouvé son nom complet. Je sais pas si tu le connais, son nom complet, c'est Taiwan Ronell Lawson. Alors, je le connaissais, je l'aurais pas ressorti, mais Taiwan avec un W, hein. Taiwan, ouais, c'est ça. pas Tyrone, effectivement. Donc le parcours rapidement, donc il a 23 ans au début de notre décennie, il fait partie de la draft 2009, la fameuse draft avec plein de meneurs, et d'ailleurs, je le disais, hein, lui était une star NCAA du côté de North Carolina, donc il arrive plutôt vieux à la draft, et donc déjà 23 ans en 2011, saison sophomore pour lui. En cours d'année, il y a le fameux trade de Carmelo Anthony, je pense que tout à l'heure on en reparlera. On en reparlera. Et donc lui prend la place de meneur puisque Billups fait aussi partie du package qui va à New York, et donc lui devient titulaire. Je pense que Denver a aussi fait le move pour lui donner la place, parce qu'en tout cas, il avait montré assez de choses. Et donc sur la saison 2011, il a 26 minutes par match, mais en fait, si tu prends en compte la fin d'année après le trade, il est carrément à plus de 32 minutes par match déjà, donc sur cette première année de décennie. Au niveau des playoffs, ils se font éliminer contre OKC au premier tour. 2012, il est carrément à 35 minutes par match, 16 points de moyenne, 6 assists par match, éliminé par les Lakers de Kobe Bryant au premier tour des playoffs 2012. 2013, bah, c'est la fameuse année où il y a l'échange. Avant, il y a l'échange avec Andrew Bynum, ou Iguodala qui débarque du côté de Denver. Et c'est l'année où vous êtes troisième de conférence sans vraiment de franchise player, hein, en tout cas sans gros scoreur, avec un plateau de plein de joueurs très compétents finalement. Et malheureusement, c'est un upset contre, contre Golden State au premier tour, hein, sur le match-up 3e contre 6e de conférence. Sorti donc au premier tour. 2014, Iguodala n'est plus là, il est parti à Golden State. Début de l'ère Brian Shaw, des débuts de la fin aussi pour du Ah coup oui, pour c'est vrai, j'avais oublié ça. et en fait oui c'est ça, c'est l'année où George Karl est évincé juste après les playoffs contre Golden State. Brian Shaw prend le relais et là c'est la catastrophe. Effectivement, effectivement. Donc pas de playoff cette année-là, l'effectif est quand même plus faible, hein, on va pas se mentir. Mais lui, c'est une de ses meilleures années, hein. Il a 18 points et 9 passes de moyenne en 36 minutes par match. 2015, un peu la même histoire, hein, pas de playoff, effectif assez poussif, mais lui, c'est une de ses meilleures années. Il a 15 points, 10 assists de moyenne, quasiment, presque 10 assists de moyenne. Et puis, été 2015, on se dit, bon, ben, on va lancer la deuxième partie de décennie avec l'échange du côté de Houston pour être le pendant de James Harden, hein, le Chris Paul avant l'heure. En tout cas, moi, je sais que j'étais très, très, très optimiste et très content de ce trade. Et malheureusement, ben, patatras, en fait, ça marche pas du tout. On s'en doute un petit peu pendant l'été où on a ces images juste avant qu'il soit tradé, où on le voit complètement déchiré en webcam et on a plusieurs passages où il est arrêté pour alcoolémie et on se dit là ça commence à faire beaucoup quoi. Il y avait eu quelques épisodes à la fin de la saison de 2014-2015 et là en l'espace de quelques mois on a senti que bon il avait peut-être un peu lâché prise quoi. C'est vrai que maintenant que tu me dis ça, je me souviens que finalement, le trade avait mis un peu de temps à se mettre en place, quoi. Et il y avait un peu un ras-le-bol de lui qui était très compétent depuis 2 ans dans une équipe qui était nulle, quoi. Et Ouais. Et mais en même temps, on avait l'impression qu'il voulait rester et je crois qu'au moment où Emmanuel Mudiay est drafté, lui-même fait des commentaires un petit peu dont il aurait pu se passer ouais. sur le fait que on a drafté Mudiay pour l'échanger. Oui, parce qu'il est échangé au milieu de l'été. Donc, effectivement, Moody est déjà drafté à ce moment-là. Et donc, voilà, patatras du côté des Rockets. On s'attend à ce que ce soit le binôme de James Harden. Ça ne marche pas du tout. On est sur à peine 13 titularisations sur 66 matchs, 22 minutes par match plutôt qu'un temps de jeu titulaire. Et carrément, même, le projet est coupé court puisque échangé en milieu de saison à Indiana. Carrément. On abandonne très vite. Déjà 13 matchs, donc Oui, on sent que là c'est le clap de fin quoi. presque, ouais, quasiment. Alors, il fait quand même les playoffs en tant que backup, meneur backup, hein, avec Indiana, du coup.
Mais on l'attendait plutôt en tant que star sur ces playoffs-là à Houston. Et puis une dernière année du côté de Sacramento. Alors je pense qu'il avait rejoint George Karl à l'époque, Ouais, qui c'est était à bien ça. Sacramento, qui était son coach de toujours finalement. Et puis après 2017, c'est la Chine et en fait c'est déjà fini quoi. C'est déjà fini. Alors attends, je crois que c'est pas fini. C'est pas fini. Il revient en playoff avec les Wizards. Ah oui effectivement, j'étais peut-être coincé sur les stats de saison régulière. À quelle année du coup Je 2018 non? Ouais, je dirais que c'est 2017-2018, ouais. Effectivement, ouais. Et oui, tu fais bien de le préciser, effectivement, j'avais loupé ça. Et d'ailleurs, il Hem, fait une entrée remarquable, hein, il me semble. oui, oui, oui. Il C'est compte l'année 2 où, gros matchs. la période où les Wizards a essayé plein de meneurs vétérans en backup parce que Jennings aussi était passé par passé par là. Mais bref. Donc oui, je disais pour partir un peu sur le profil, il y a un clair problème de longévité, en fait. Une longévité assez évident avec, Ty Lawson finalement, à la fois en termes de saison régulière, mais même de playoff, hein. Il y a pas tant que ça d'apparitions en playoff malheureusement. Mais je pense qu'on sera d'accord, moi je l'aimais aussi beaucoup. Peut-être que son pic en carrière, dans le consensus collectif, est peut-être un peu sous-estimé. Alors, bah, moi, j'ai cette impression aussi. En fait, le problème, c'est que il est dans une équipe qui est très dense et on ne sait pas exactement en fait vers qui il faut se tourner pour attribuer, on va dire, la première place du succès un petit peu de cette équipe de Denver de 2011 à 2013. Euh, En sachant que Ty Lawson, effectivement, sur la saison 2012-2013, qui est, je trouve, un must-see, hein, vraiment, cette saison de Denver, moi, en tant que fan de l'équipe, ça a probablement été l'année que j'ai préférée, honnêtement. Hyper spectaculaire, il y avait une multitude d'options. Si un joueur était blessé, il y avait toujours un joueur derrière pour prendre le relais. Il y a un peu ce trident avec André Iguodala et Danilo Gallinari qui sont un petit peu les trois options principales offensivement. Et dans la foulée de ces années-là où effectivement Tyson prend vraiment de l'ampleur, il y a 2 années où il est extrêmement fort, mais dans une équipe très moribonde avec un coach qui manque d'idées et une attaque complètement arrêtée. Et pendant 2 ans, faut bien être clair, quand Denver gagne des matchs, c'est que Ty Lawson a fait un match exceptionnel. Et on avait un joueur qui était à la fois bah, pour ceux qui se souviennent pas, hein, vraiment, il avait de la dynamite dans les jambes. Donc, c'était pas forcément un meneur gestionnaire très très fort, mais par contre, il créait des décalages à chaque accélération. Et plus les années passaient, et plus on avait l'impression qu'il maîtrisait justement le registre de quand est-ce que je dois passer, quand est-ce qu'il faut que je shoote, et qu'il arrivait vraiment à faire quelque chose voilà, de très solide sur une période de 4 ans. Et puis après, bah voilà, comme tu le disais, il arrive à Houston, on se dit qu'il va y avoir un duo qui va se créer, et puis on se rend compte qu'il n'est plus capable de scorer. Il a encore cette capacité à créer pour autrui, mais le Ty Lawson du début de carrière, qui est tous les ans dans les 5-10% des meneurs les plus efficaces au shoot, voilà, décline petit à petit pour devenir un joueur inefficace et qui sait plus trop quoi faire de la gonfle quand il passe pas la balle. Oui, c'est vrai que ça, tu fais bien de le souligner. Il y a un peu cette image, et c'est normal, hein, de quelqu'un d'extrêmement explosif, et il l'était. Mais malgré tout, il faut pas faire un peu un biais de stéréotypage et de penser qu'il avait pas de shoot. C'était même un excellent jump shooter, notamment à 3 points. Il a très bon pourcentage de ce côté-là, et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est sa première ou deuxième saison, il bat le record NBA de tirs à 3 points sur un match, qu'il va garder un petit moment. Je crois que il fait un 10 sur 10 sur une rencontre. Donc ce qui montre que assez tôt dans sa carrière, oui, il pouvait artiller. Alors on n'était pas sur un joueur qui tire à 45% façon Curry, hein, à 3 points, mais voilà, on était sur un joueur très correct dans ce registre-là. Et même s'il était assez petit, sa vitesse lui permettait d'attaquer la raquette et d'être plutôt efficace. Donc il avait vraiment ces deux shoots qui sont essentiels et qui d'ailleurs aurait probablement fait de lui un très bon joueur dans la période actuelle, quoi. Mais alors, tu vois, par contre, il y a un truc que tu as dit où j'étais pas trop d'accord. Tu dis que c'était pas trop un meneur gestionnaire. Moi, je le trouvais très bon dans la gestion du jeu, justement, mais je pense que ce que tu voulais dire, c'est que c'était pas un pass first, finalement. C'était pas un génie créatif, un peu la Rubio ou la Rondo. Voilà, C'est ça, ouais. Mais le côté gestion, le côté être calme. D'ailleurs, je crois que c'était un des tout meilleurs avec Jennings. C'était les deux avaient des ratios assist turnover qui étaient fantastiques, quoi, surtout ce début de décennie. Vraiment gestion de jeu sous côté, et en plus pas mal de créativité, je trouve, hein. Comme tu dis, cette explosivité qui lui faisait créer plein de décalages, et derrière du coup, il avait un peu le passing, la vision et tout ça, mais le problème c'est qu'il avait pas tout ça à un niveau d'élite, et notamment du fait de sa taille. C'est-à-dire que peut-être que si Ty Lawson avait fait 6-8 plutôt que 5-11, ou je sais pas combien il fait, oui, on aurait peut-être eu un All-NBA First Team, quoi. Mais là, le problème, c'est que en étant petit, avec des bras pas si longs que ça, les angles étaient bouchés, quoi. En tout cas, il avait pas la même palette
que d'autres, quoi, finalement. C'est ça, mais ce qui n'empêche pas, par exemple, bon, alors on est sur un joueur d'exception, mais Chris Paul qui fait à peu près, je crois, peut-être 6-6-1, d'être, je trouve, un génie créatif. Là où Ty Lawson, je trouve qu'il avait des fulgurances, Ouais. il pouvait garder la gonfle. D'ailleurs, on l'a vu à la période Brian Shaw, on avait l'impression que c'était lui qui gérait le système de Denver. Et heureusement, parce que sinon, il y avait très peu de propositions. Mais j'ai pas le souvenir, et peut-être que c'est la raison pour laquelle je te disais un peu avant l'émission, où moi, ça va, je découvre la NBA, et donc, en tout cas, ma vision du basket à ce moment-là et aujourd'hui a changé. Mais ouais, j'ai pas le souvenir d'un maestro absolu, Ouais, Taylor d'accord, Swift. ouais. Non, effectivement et en plus, tu parlais des années, où il était un peu seul, où il faisait des grosses performances. Je crois que j'ai des souvenirs de matchs à 17 ou 18 passes, hein, des trucs comme Oui, ça. Mais c'est parce qu'en fait, il avait tous les ballons, quoi et c'est vrai que sur le finalement, moi, j'ai adoré Tyson et c'était vraiment, je trouve, le moule de l'idée qu'on avait du meneur à l'époque. Ce qui a beaucoup évolué depuis, hein. On n'est plus du tout dans ce truc du meneur qui doit être à la fois scoreur et passeur, mais de manière équilibrée. Aujourd'hui, on part plus dans le délire de héliocentrique, quoi. C'est-à-dire que tu peux tout faire avec un gros usage. À l'époque, c'était un peu ce truc de tu peux être scoreur, mais en tant que meneur, il faut pas que tu sois que scoreur, quoi. Il faut que tu sois un peu passeur. Et je trouve qu'il était un peu dans ce truc très équilibré entre les deux. Et le problème pour moi, c'est qu'il était parfait en troisième option d'équipe, mais qu'il a jamais été troisième option d'équipe, quoi, à part peut-être 2013 et encore c'était un peu particulier, mais le problème c'est que moi je trouve qu'il aurait été génial avec, je sais pas moi, à côté un Kawhi Leonard et à côté, je sais pas, un autre gros scoreur, voilà, ce genre de hiérarchie. Bah, le problème c'est qu'on n'a jamais eu ça, quoi et que du coup il y a 2012 où il est déjà très bon, 2013 l'année où un peu avec plein de joueurs effectivement et on va en parler, et après 2014-2015 c'est là où lui il est à son pic, mais finalement c'est dans des équipes un peu pourries et il fait des stats et tout ce qu'on veut, mais d'accord, mais voilà, c'est en termes de valeur ajoutée et de valeur cumulée, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, c'est le critère du jour. À quel point est-ce qu'il a apporté de la valeur? Pas tant que ça, parce qu'en plus, il était dans une équipe mauvaise, quoi, malheureusement. Donc ça va un peu jouer contre lui. Le manque de playoff aussi, peut-être. Et puis même au niveau du scoring, voilà, c'était pas quelqu'un qui était implacable non plus, quoi. Il a jamais eu un usage très, très gros. Il a jamais eu une efficacité à ce point au-dessus de la moyenne. Et puis il faut dire aussi que en défense, on acceptait, hein, parce que quand tu que lui pour te faire l'attaque, on accepte les compromis, mais il y avait quand même de sacrés compromis. Donc voilà, c'est un joueur que à son pic, j'ai beaucoup aimé et que finalement je regrette de jamais avoir vu, le Tyson de 2014-2015 dans une vraie équipe, quoi. Parce que malheureusement, sur ce qu'on a eu sur cette décennie, c'était pas beaucoup et c'était beaucoup moins que ce qu'il aurait pu faire, je pense. C'est ça, je pense que là, dans la cuvée de joueurs qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment le joueur qui laisse une impression. On en parlait un peu pour Blake Griffin, mais pour Blake Griffin, on se dit, voilà, on n'a juste pas eu l'alliage des qualités athlétiques et du joueur on va dire, à ce qui aurait dû être son prime. Là, chez Ty Lawson, on a l'impression que tout a été une histoire de mauvais timing, enfin de mauvais timing, c'est-à-dire que quand il est très fort, il n'y a pas d'équipe autour, et au moment où on l'envoie dans une équipe où c'est son heure, il a 28 ans, il y a une star, il y a enfin, en tout cas, on avait l'impression à cette époque-là que Houston, il y avait des idées qui se mettaient en place. Lui, en fait, n'est plus que l'ombre de lui-même, et on reverra jamais le joueur qu'il était encore capable d'être, parce qu'on voyait bien quand il revenait, quand il partait en Chine, que l'explosivité était encore là et que le problème était ailleurs, quoi. Ouais. Oui, oui, c'est pas une question de blessure, c'est pas une question de déclin, quoi. C'est que ça a foiré ailleurs, comme tu dis. Mais ouais, c'est un peu dommage et tu vois, c'est là alors effectivement, on fait pas de what if, hein, donc ça compte pas, hein, la théorie et le what if, mais pour moi, pour illustrer du coup à quel point ils perdent des points et malheureusement, mais tu le mets à Atlanta à la place de Jeff Teague, je suis pas sûr que ça fasse moins bien, je pense même que ça fait mieux, hein, autour Mieux, de c'est beaucoup mieux. avec Budenholzer, avec Al Horford, avec Paul Millsap, et cetera. Enfin voilà, avec la grosse équipe. Voilà, le pic en carrière, en niveau intrinsèque pour moi était meilleur que Teague ou ce genre de joueur, hein, très clairement. Mais malheureusement, on a rien pas beaucoup à se mettre sous la dent, quoi. Ouais, et d'ailleurs, pour compléter, en plus, effectivement, à Atlanta, tu parles d'une équipe, par exemple, dans ce mode un peu what if, qui était très dense, mais on a vu à Denver Ouais, en 2012-2013 qu'ils savaient très bien s'adapter tout à fait, ouais. aux besoins de l'équipe. Et du coup, en fait, c'est pas juste que 2013, enfin de 2013 à 2015, il a été mis en avant parce que l'équipe était mauvaise, c'est que non, non, il a pris les responsabilités qu'il devait prendre, mais s'il y avait eu une meilleure équipe autour avec un jeu collectif plus huilé, on avait vu par le passé qu'il aurait très bien trouvé sa place et qu'il serait allé donner plus de scoring s'il fallait, plus de création s'il fallait, et que il est tout à fait capable et suffisamment intelligent en tout cas dans le jeu pour s'adapter à son équipe, quoi. Du coup, au niveau classement, où est-ce que tu l'as mis dans le classement actuel? Alors, dans le classement actuel, j'y reviens.
Heu, bah, malheureusement, je suis obligé de le mettre bas. Donc Ouais, moi, je le mettrais, j'hésitais entre Gordon Hayward et Tyson Chandler ou entre Tyson Chandler et JJ Redick. oui, effectivement, j'étais un peu dans cette zone-là également. Sachant que sur l'épisode d'avant, donc on hésitait beaucoup, Tyson Chandler ou JJ Redick. Je crois même qu'en fait, j'ai peut-être envie de le mettre en dessous de JJ Redick, Ouais, parce qu'il y a quand même un sacré manque de longévité, malheureusement. Alors que, tu vois, Tyson Chandler, il fait toute une moitié de décennie, il est défenseur de l'année, enfin, il y a un impact de rim protection clairement. qui est valuable, et même JJ Redick, il fait quand même 2 tiers de décennie avec un temps de jeu titulaire et valuable, quoi. C'est ça. Et Ty Lawson a peut-être eu dans son rôle un rôle plus élevé, peut-être, donc un pic un peu plus haut, mais finalement, ça n'a pas duré, quoi. Ça n'a pas duré. Après, c'est vrai que moi, j'ai en tête cette série de playoffs face à Curry où je me dis: «Waouh!» enfin, on a un meneur de jeu qui était vraiment très, très fort. Mais c'est vrai que si tu enlèves cette série-là, il y a plus grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. Donc ouais, je peux comprendre si tu le mets, derrière JJ Redick. Ouais, j'hésite un peu, parce qu'en même temps, ouais, non, je pense que je vais quand même mettre JJ Redick au-dessus pour la longévité, mais encore une fois, foncez sur le Discord, m'insulter ou mieux, me donner des arguments. Donc on va le mettre là pour l'instant. Donc avant-dernier, entre JJ Redick et Harrison Barnes pour l'instant. Ouais. Est-ce que ça te va? Enfin, moi, ça me va pas parce que je l'adore, mais Ouais, ça me malheureusement, fait de la je peine. Je pense effectivement que, et tu vois, quand j'avais fait ma playlist du top 100, je m'étais dit: «Putain, mais Tyler Sun, c'est un mec, je vais arriver avec une hot take et je vais dire: "Putain, mais il était trop fort, vous vous êtes pas rendu compte"». Et effectivement, j'adorais son pic, mais sauf que ça a pas duré, quoi. C'est c'est bah, c'est ça. En fait, moi, je suis dans des oui, l'idée qu'on peut se faire, c'est: «Putain, s'il avait toute la décennie, sans partir en vrille, il serait beaucoup plus haut». Malheureusement, bon, bah, vu que tu m'as donné des règles très claires où il y a la notion de longévité, qui entre en oui, jeu oui, et oui. qui pèse, bah, du coup, forcément, ça c'est compliqué de le Parce que tu vois, il y a plein il y a plein d'années où du coup, il est pas là ou pas là du tout, quoi, presque, alors que JJ Redick n'a pas ça, quoi. Il est là sur les 10 ans et même si c'est un rôle moindre en début de décennie, il est quand même là, quoi. Donc en termes de valeur ajoutée, si on compte un peu les points, donc voilà, et donc passons au quiz, rapidement. Passons au quiz, alors très facile, du coup, si je le rate celui-là, c'est dur pour moi, je te cache pas. sur mesure, c'est également un kické dans l'effectif et donc c'est le fameux Denver Ah, 2013. C'est pour toi. alors, donc il y a Ty Lawson, André Miller, Ouais. André Iguodala, Corey Brewer, Ouh là, tu vas vite. Alors André Miller d'ailleurs qui met un game winner, contre Draymond Green, hein. Game One, ouais, Ouais. Alors tu m'as dit Iguodala, Ty Lawson, André Miller, effectivement. Corey Brewer Corey est là, Brewer, effectivement. et je crois qu'il y a Rudy Fernandez cette année-là. Je ne l'ai pas, Fernandez, cette année-là. Je ne l'ai pas. OK, il y a, Costa Koufos, Exactement, Timofey Movgov, exactement. Javal Magui, Jamal Magui est là d'ailleurs, qui avait été échangé contre, Néné c'est ça. 1 an avant. C'était pas forcément une réussite. Non, 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 surtout quand il a pris un contrat, quasi max à l'époque. Ouais, Il y avait Kenneth Farid, il y avait ouais, Javal Magui, il y avait Danilo Gallinari et Wilson Chandler. oui. André Iguodala, je l'ai dit. Je crois alors tu as les principaux, je peux t'aider un peu. Bon, quelqu'un qui était rookie cette année-là, Evan Fournier, qui joue en playoff, qui est titulaire en playoff d'ailleurs. oui, qui fait un match 1, début de match 1, en isolation, il enchaîne des trucs. Après on a 3 derniers, alors ceux-là je vais t'aider un peu. On a quelqu'un qui était un arrière-scoreur, très jeune arrière-scoreur qui avait été drafté, alors il s'appelait Jordan, mais pas Michael du coup. C'était Jordan Hamilton. Ah! Ouais, j'aimais bien, j'aimais bien. Il y a pas Quincy Miller? Non, c'est l'année d'après, je crois. Non, Quincy Miller, n'est pas là. On avait, quelqu'un qui d'ailleurs a été le pote de Luka Doncic en sélection, slovène, passé par le Real aussi. Ancien gros prospect, Anthony Randolph. Anthony Randolph, oui, 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 oui. Et puis le dernier, je sais pas comment te le faire deviner, donc je suis désolé, je suis obligé de le dire comme ça. C'était, Julian Stone. Alors je l'ai pas par contre, ouais. Même toi, tu l'avais pas? Non, même moi je l'avais pas. Bon, tu as quand même été assez brillant sur ce quiz, spécial Denver quand même, donc on vérifie que tu es un vrai expert des Nuggets.